And welcome to Bonjour et bienvenue à notre avant-dernière table ronde. Alors aujourd'hui, nous allons avoir vice-présidente du Conseil de handicap sans pauvreté, Menu Sekand, qui va entamer la discussion sur l'intersectionnalité et le handicap. Ryan Bananga de Race and Disability et Danielle Landry de l'Université métropolitaine de Toronto qui va se joindre à elle. Et nous attendons Menu. Alors, je vais vérifier si elle est présente. Peut-être qu'elle a certaines difficultés techniques qui se produisent de temps à autre. Alors, je vais démarrer la rencontre en vous demandant de passer un moment pour vous présenter et le travail sur lequel vous aimeriez vous concentrer. Alors, Ryan, on va commencer par vous. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Ryan Banaga, je suis chercheuse et conseillère communautaire et nous sommes un organisme handicap sans pauvreté, RACE. Et essentiellement, je fais des travaux de recherche et nous offrons une expérience de travail auprès des communautés noires et racisées dans le domaine de l'éducation, l'anti-oppression et nous travaillons avec l'Inclusion humaine Canada et notre recherche se concentre dans différents pays ainsi que la diaspora ici pour comprendre comment le handicap est façonné par la culture et pour examiner l'humilité culturelle et d'autres aspects culturels. Merci. Alors, j'ai bien hâte de sauter dans la conversation. Alors, Danielle, bonjour, je m'appelle Danielle Landry. Je suis associée de recherche à la chaire d'excellence en recherche du Canada sur l'équité en santé et bien-être communautaire à l'Université métropolitaine de Toronto. Je dirige le volet de recherche sur les déterminants sociaux de la santé. Je suis sociologue de formation et je m'intéresse aux points de convergence entre les études sur le handicap, les études sur la santé mentale et les études sur le travail. Je suis une femme d'âge moyen qui a les cheveux mi-courts bruns et qui porte un chandail multicolore. Et moi, en termes de introduction visuelle, je suis une femme d'âge moyen également. Je suis un peu ébouriffée et derrière moi, il y a un tableau jaune qui indique le handicap sans pauvreté. Alors, une des questions qui a été soulevée dans les conversations où j'étais une mouche sur le mur, alors, c'est de mettre au défi la question qu'un cas économique doit être soumis afin de pouvoir combattre l'inégalité et le handicap lié à cela. Alors, est-ce que c'est suffisant? Alors, nous allons commencer par vous, Danielle. Oui. Je crois que la présentation que je vais vous montrer dans quelques temps va en parler, mais j'aimerais interrompre cette idée d'avoir à faire un cas économique pour combattre les inégalités et le handicap. C'est comme impératif. On semble toujours vouloir sortir la règle économique. Alors, en tant que chercheuse, c'est important de mettre vos argumentaires en termes financiers. Si vous les mettez en termes financiers, vous pouvez créer un cas qui peut justifier avoir accès aux droits de la personne. Et c'est devenu évident quand je faisais de la recherche dans le travail, dans le cadre du travail et de la folie au travail.
Et donc, on essayait de faire un cas par rapport à l'inégalité sociale. Et bon, c'était toujours une question de PIB et des équations macroéconomiques. Et on parlait toujours des travailleurs et des travailleuses blanches ou les cols blancs et comment ça avait un impact sur l'économie. Alors, cet argumentaire macro est basé sur les profits et dit pourquoi les entreprises ne devraient pas discriminer contre les gens et les réduire en poussière. Et donc, les coûts sont en augmentation, le coût de la vie est totalement inabordable et la pauvreté a tellement de conséquences pour les gens. Alors, je crois qu'il faut penser au-delà de ces termes financiers et de lutter contre le besoin d'avoir à se justifier en tant que personne selon ces termes financiers, parce que ça mène à une logique économique et l'eugénie. Bon, si nous ne sommes pas rentables parce que nous ne travaillons plus, ben, ça doit vouloir dire qu'on n'a plus le droit d'avoir des droits humains ou le droit de vivre. Et donc, la question est, est-ce que on est seulement valorisé si on peut nous exploiter ou profiter de nous? Et donc, moi, je ne veux pas adopter ces idées autour du handicap et la productivité qui marginalisent les personnes autochtones, les personnes noires et les autres minorités visibles. Et donc, je dois résister à justifier nos vies en termes financiers et parler des coûts holistiques en termes plus larges. Plus particulièrement, le féminisme noir nous a enseigné à parler des coûts d'être une personne en situation de handicap dans un monde où les personnes ne sont pas handicapées et d'en parler différemment. Et la parole est à vous, Rayan. Hello. I am just give me another minute. I'm just having some challenges. Oui, j'ai quelques défis ici. Aucun problème. Alors, je vais répondre à la question pendant que mes news s'organisent. Alors, je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit, Daniel. Je crois que vous l'avez dit de façon très intéressante. Alors, du point de vue de mon organisme, voir l'intersectionnalité entre la race et le handicap, ben, comme vous avez dit, il y a comme un coût lié à être une personne en situation de handicap et ces propos à propos de créer un cas qui est économique. Alors, jusqu'à un certain point, nous réalisons que les gens d'une génération plus âgée réalisent qu'à un moment donné, nous allons tous avoir un certain handicap. Et à ce moment-là, ça commence à les frapper. Et donc, être en mesure d'appliquer la perspective économique par rapport aux personnes noires et racisées, nous sommes très familiers par le fait qu'il faut attendre d'avoir un cas économique qui nous permet de vivre. Et donc, je crois que ça contribue à la déshumanisation, alors que le bienfait de soutenir les personnes en situation de handicap est tellement vaste et englobe tous les aspects de la vie. Bon, la communauté également, et je crois que c'est si important parce qu'en même temps, je crois qu'on veut des choses qui fonctionnent pour tous et toutes. Bon, travailler au sein d'organismes sans but lucratif qui doivent toujours créer des cas pour obtenir le financement, ça semble être la chose qui fonctionne le plus. Ah, il faut leur démontrer combien d'argent ils vont pouvoir gagner ou combien de profits ils vont pouvoir réaliser. Même quand il est question des quotas pour les personnes
en situation de handicap, il y a toujours une mesure économique qui est rattachée. Mais en même temps, je crois qu'il y a de la place pour les personnes en situation de handicap pour pour démontrer le coût de vivre avec un handicap. Alors, quel est l'impact économique par rapport aux personnes qui vivent en situation de handicap et le coût de la vie? Et est-ce que nous sommes réalistes côté proportionnel? Alors, merci beaucoup d'avoir resté engagé alors que je composais avec mes problèmes techniques. Alors, je crois qu'en tant que personne vivant en situation de handicap, nous sommes tellement habitués avec les choses qui ne fonctionnent pas pour nous et que nous sommes toujours en train d'essayer de résoudre des enjeux et déterminer comment continuer à aller de l'avant. Et donc, dans votre conversation, j'ai entendu de votre part, et je crois que pour moi, c'est vraiment important de souligner le fait qu'il est important de changer la conversation du handicap et de la race. Et de parler du fait que c'est la justice pour les personnes en situation de handicap. Alors, il y a un cadre qui est maintenu par le gouvernement et d'autres lorsqu'ils discutent des prestations pour les personnes en situation de handicap. Alors, avez-vous des astuces, une ou l'autre d'entre vous, qui vous a aidé dans vos rôles à changer cette conversation et à faire en sorte de promouvoir le fait que nous avons tous des droits humains? Il y a toutes sortes d'interactions complexes par rapport à notre environnement et nos identités. Alors, comment pouvoir combler les lacunes qui existent en ce moment lorsque le gouvernement parle des programmes visant les personnes en situation de handicap ou au bénéfice des personnes en situation de handicap? Est-ce que quelqu'un aimerait commencer? Ben, je peux en parler un peu. Alors, je crois que selon ce que nous avons appris de la part des personnes autochtones et noires et racisées par rapport à leur expérience vécue, ben, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vraiment incroyable parce que nous avons tellement de choses à apprendre les uns des autres parce que dans nos différentes cultures, nous avons été si créatifs et si débrouillards pour créer des réseaux de soutien, surtout de façon transversale plutôt que du haut vers le bas ou de façon hiérarchique. Et donc, je crois qu'il y a des choses que nous pouvons mettre en œuvre de façon plus large, mais la quantité de travail qui a été effectuée par les communautés pour combler les lacunes, c'est vraiment tellement beau et incroyable de voir que nous avons établi du soutien des pairs, du soutien mutuel. Nous défendons les droits les uns des autres, mais c'est de la duplication de travail parce que nous recevons certains financements et il y a des politiques qui sont conçues pour aborder ça, mais ça passe à côté des réalités actuelles et pratiques des personnes en situation de handicap. Et donc, je crois que nous commençons à manquer un peu de souffle et ça nous mène à l'épuisement. Donc, nous faisons 2 fois plus de travail parce que ce sont tous des efforts individuels. Mais je crois qu'au sein de nos communautés, les solutions existent et nous pourrions tous trouver une réponse, à savoir de comment ça a été fait. Mais ça a été fait à un niveau si individuel que c'est épuisant et c'est pas durable. Alors, je crois que nous devons prendre tout ce que nous connaissons pour créer des systèmes. Quand il est question de politique, je ne crois pas que ces choses peuvent se produire facilement et il y a des choses que nous devons bâtir nous-mêmes.
et pour lesquels nous devons revendiquer parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est si évident de voir que ça fonctionne au sein de nos communautés. Nous voyons les impacts et nous devons continuer à militer pour faire en sorte que les politiques soient établies selon ce que nous faisons déjà. Parce qu'il y a tellement de barrières et ce ne sont pas des barrières naturelles, ce sont des barrières qui nous ralentissent. Et bon, si nous ne travaillons pas ensemble et nous n'établissons pas des choses nous-mêmes, ben, c'est très facile de se mener à l'épuisement. Alors, ce soutien communautaire et les ressources qui existent déjà, nous devons les utiliser à l'échelle systémique. Nous devons les bâtir afin que ce soit quelque chose de transversal et que ce ne soit pas seulement en matière d'individualité. Alors, j'aimerais ajouter une question. Ben, je sais que vous avez élaboré des façons très créatives de la part des personnes autochtones. Nous parlons de politique, mais quels sont les apprentissages ou le savoir issu d'autres communautés, des choses qui fonctionnent beaucoup plus que d'autres? Est-ce que vous pourriez partager certaines pratiques prometteuses tirées de l'expérience des personnes autochtones, noires et racisées en situation de handicap? Oui, je voulais parler particulièrement de la recherche intersectionnelle entre la race et la pauvreté et on a commiséré à plusieurs reprises au sujet du travail que nous faisons et comment nous pouvons mettre en œuvre toutes ces étapes, que ce ne soit pas seulement quelque chose que nous discutons, mais une chose dont nous parlons. Et donc, je crois que ça commence par la recherche. Une des démarches, c'est que dans le domaine de la recherche, nous allons valoriser toutes les étapes de recherche et nous allons le faire en collaboration avec les communautés et y mettre une valeur monétaire. Ça va nous aider à créer cette recherche ensemble. Nous avons un groupe de travail qui est formé d'une personne de tous les pays qui sont impliqués. Ils sont payés pour nous soutenir à bâtir la recherche. Tous les participants sont rémunérés. Alors, nous sommes en train de mettre en place des choses qui vont faire en sorte que, vous savez, parfois, il y a des chercheurs qui font toutes sortes de choses qui ne se retrouvent pas dans les mains des communautés. Et donc, nous avons entrepris une démarche où nous nous posons de la question, quelles sont les choses qui ne sont pas nécessaires et comment pouvoir utiliser l'argent pour réinvestir au sein de la communauté. Même parce qu'il y a des communautés, il y a des gens qui dépendent vraiment de la communauté. Peut-être que les contributions ne sont pas nécessairement monétaires, ça peut être partage de nourriture et avoir la conversation afin de pouvoir décider de ces choses ensemble. En bout de ligne, ça en revient à les décisions communes. Et il faut s'assurer que tout pouvoir que nous ayons puisse être redistribué. Quelle réponse? Parce que moi, je suis issue de la communauté sud-asiatique. Nous savons comment étirer des dollars. Nous achetons en gros volume. Nous nous réunissons pour faire la cuisine ensemble et nous partageons ce que nous avons. Et bon, évidemment, peut-être qu'il y a certains éléments manquants, mais les intentions liées derrière le fait que nous cuisinons ensemble et nous apprenons à partir de la nécessité. Alors, merci d'avoir partagé cela. Alors, Daniel, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Ben, j'ai besoin d'en dire beaucoup plus, mais je suis d'accord avec ce que Ryan a mentionné. Dans mon rôle, ce qui est très important, c'est d'écouter les communautés
communautés, surtout les organismes dirigés par les communautés. Et donc, un des projets dans lesquels j'ai été impliquée avait un conseil consultatif qui écoutait ce que les gens étaient disposés à partager. Et si on revient au principe de justice, c'est très important de relire certaines choses, surtout le leadership auprès des gens les plus marginalisés. Alors, comment ajouter ça dans tout ce qu'on fait et d'allier nos gestes à nos paroles? Et donc, il y a plusieurs exemples vraiment incroyables en ce qui a trait à bâtir la capacité pour les personnes qui sont impliquées dans le processus de recherche. Alors, pour moi, c'est vraiment à propos d'écouter. Et donc, c'est un des astuces, si j'ai une astuce à vous partager. Alors, si on passe à la le prochain point, Daniel, vous parliez de l'inéquité et comment on se concentre tellement sur l'économie. Mais il y a d'autres aspects du handicap qui sont ignorés. Alors, les espaces où nous voulons avoir un sens d'appartenance, les pays où nous souhaitons avoir un sens d'appartenance. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à ce sujet-là? Alors, est-ce que vous pourriez répéter? Je me pose la question à savoir, en tant que communauté, les conversations qui sont issues en ce qui a trait à notre appartenance à un pays sont en train d'être questionnées, où il y a la stabilité économique, où il y a des besoins en matière de droits de la personne, commencent à être questionnés ouvertement. Et donc, si je pense du point de vue de la communauté immigrante ou des communautés racisées, ces communautés sont frappées dur. Et donc, dans votre travail, est-ce qu'il y a d'autres domaines sur lesquels vous aimeriez vous concentrer pour en parler à l'auditoire ou aux participants? Et comment vous gérez ça? Les personnes qui sont particulièrement frappées. Alors, Ryan, vous pouvez répondre, mais moi, j'ai une présentation dans laquelle j'en parle un peu. Et donc, ça serait bien de donner un peu de contexte. Alors, je vais vous redonner la parole. Et ensuite, on va passer à la présentation de Daniel. Ça revient à la première question à laquelle Daniel a répondu. C'est la conséquence de prioriser, de mettre un montant d'argent sur la façon dont les gens doivent contribuer économiquement parlant au pays afin d'avoir et que nous devons nous justifier. Et donc, ce chiffre augmente ou diminue. Je me souviens être plus jeune et le moment où l'immigration était une chose pour laquelle nous étions très fiers en tant que pays, c'était lié à la partie économique que les immigrants sont ceux qui aident l'économie à fonctionner. Alors, parce que nous avons mis ça en place, sans y regarder de façon critique, je crois que c'est ce qui se passe en ce moment. C'est très, très décevant parce que c'est basé sur des choses qui sont fausses, mais c'est tellement fragile. Alors, je ne connais pas totalement la réponse, mais je crois qu'on peut apprendre de cela et profiter de l'occasion de voir que ce n'est pas la façon dont nous devrions promouvoir l'égalité et des personnes vivant un handicap. Alors, surtout les personnes immigrantes, les personnes racisées, les personnes autochtones qui ont vécu ce couteau à deux tranchants, et de voir que nous devons commencer à baser les besoins en matière de droits de la personne. Parce qu'autrement,
on peut se retrouver dans des situations où nous sommes. Alors, ça dit parce que ce sont des communautés, des personnes qui font le travail que personne d'autre veut faire. Alors, d'autres sont démonisés. Alors, je vais donner la parole à Daniel pour continuer la conversation. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre mes notes. Je vais juste dire, bon, je vais garder les choses brèves, mais je voulais partager un peu de la recherche sur laquelle on a travaillé. Et je vais vous donner une description de l'image. Sur la diapo, vous allez voir que ce cadre qui est tout avec les ornements, avec les fleurs et les vignes. Je veux juste dire un merci pour ce design aussi, pour la couverture du rapport qui correspond à ce projet. À Temi Akawano, parce qu'il est en tant qu'étudiant qui a fait le design de toutes nos formes d'art pour le projet. Il est vraiment fabuleux. Je voulais juste le remercier rapidement. Donc, ça s'appelle Compter pour le capacitisme, les coûts cachés que les gens handicapés doivent supporter. On va parler de ce qu'on veut dire par les coûts. Donc, je partage des constats de notre étude d'entrevue qu'on a fait en 2024 et en 2025, et ça s'appelle l'identité diverse en handicap, la diversité raciale et des sexes. C'est une étude qui a été éclairée par l'intersectionnalité et les études sur les handicaps. Ça implique le Canada et la Norvège. J'ai été chanceuse de travailler avec l'équipe ici au Canada pour faire l'étude des entrevues. Donc, je partage les constats de notre étude canadienne. Mais sachez qu'il y a une plus grande connexion là-dedans, de Norvège. Notre question principale dans la recherche est comment est-ce que les gens comprennent leur handicap dans le contexte de leur vie diverse à travers l'identité de genre, de sexualité, la race, l'ethnicité et le côté autochtone. Donc, la diapo suivante. Donc, brièvement, je dirais que nous avons utilisé une approche de théorie pour analyser les données. Les données des participants autochtones, incluant l'analyse et les résultats, ont été gouvernés par un groupe autochtone qui a été établi pour cette étude. Et donc, les données sur les participants autochtones ont été codées manuellement par le groupe de recherche et le groupe aviseur. Ils ont utilisé un logiciel qui s'appelle LibreQDA qui vient de Québec. Et après avoir fait le codage, on a développé des arbres de données. On voulait travailler pour créer des théories qui étaient ancrées dans le contexte des participants et en écoutant profondément nos participants. On a développé ces arbres de données parce qu'on voulait un aspect visuel qui montre la relation entre certains éléments. Et donc, il y a aussi, on voulait des résultats qui étaient plus faciles à lire que des papiers académiques typiques. On va aller à la prochaine diapo. Donc, le cadre qui est sorti, on appelle ça la navigation culturelle. On a utilisé la navigation culturelle pour parler de la quantité incroyable de travail que les participants font sur le travail culturel, familial dans leur vie de tous les jours et naviguer dans le racisme, le colonialisme et le capacitisme et d'autres systèmes d'oppression. Donc, la navigation culturelle vraiment capture cette adaptation que les participants entreprennent pour se sentir sécures dans des espaces d'oppression. Et c'est conçu pour refléter ces négociations complexes qui sont faites souvent dans des attentes et le processus de l'adaptation c'est comme
C'est une stratégie de survie et aussi une forme de résistance. Donc, c'est l'assertion de la capacité des gens comme étant des personnes divergentes et avec un handicap. On parle de ceci pour refléter l'activisme et le militantisme de nos participants pour se créer une vie, pour créer un espace dynamique pour accueillir les personnes avec avec un handicap. Les communautés font ça tout le temps. Ariana, tu le disais, ils créent plus une vie plus agréable pour eux et leur famille. C'est comme de reconnaître que c'est un travail très complexe qui se déroule en continu tout le temps. Donc, on a groupé nos constats en 7 catégories. Je vais vraiment me concentrer sur une dans cette présentation. Ça va être à propos des coûts. Je ne vais pas avoir le temps de parler de toutes les stratégies, mais je vais parler des coûts. Et encore une fois, je pense qu'il y a cet impératif, en effet, qu'on doit parler des coûts financiers pour être capable de justifier les besoins des personnes avec un handicap et les dépenses en termes financiers. Et j'ai trouvé que les études sur les handicaps et d'autres disciplines reliées mesurent les coûts seulement en termes financiers. Et dans certains cas, d'autres éléments peuvent être quantifiés, mais souvent ils ne le sont pas. Mais ça parle de nos valeurs dans ce climat politique économique, dans un système capitaliste. On doit tout justifier en termes financiers. C'est vraiment, ça limite notre compréhension des expériences vécues et les coûts associés d'être une personne handicapée. Donc, en termes financiers, ça ne capture pas vraiment toute l'étendue des coûts que les gens doivent engendrer. Donc, c'est un des arbres de données qu'on a développé et ça représente les coûts, encore une fois, dont les gens ont parlé dans l'étude. Et je vais juste noter qu'en fait, on n'avait pas de questions d'entrevue liées aux coûts. C'est juste ce qui est survenu dans le dialogue avec les gens qui ont partagé leurs expériences du fait de vivre avec un handicap. Donc, ici, il y a un graphique, il y a un cercle bleu. Dans le cercle bleu, ça dit le coût pour les participants. Et ensuite, il y a 6 parties qui sont autour du cercle, qui sont une extension de ceci. Donc, on commence en haut, du côté de l'horloge. Donc, le temps, le travail, gérer les gens, les sacrifices, le côté affectif et le côté financier. Et, vous savez, les participants ont parlé en termes financiers, donc je ne veux pas complètement mettre ça de côté, mais ils ont parlé à propos des coûts additionnels qui sont reliés à la nourriture, les outils médicaux, les injections, les suppléments, etc. Si ou non, ça pourrait être couvert par les prestations ou non. Mais les participants ont aussi parlé du coût en temps. Donc, il y a un coût qui est associé avec leur temps. Donc, comme le temps où ils attendent, le temps que ça prend de guérir notre traumatisme passé. Ils ont aussi parlé en termes de leur propre travail. Donc, c'est un coût. Donc, le travail qui est requis pour eux, pour naviguer dans un monde accessible, il y a tellement d'exemples de ceci. Par exemple, le coût impliqué à faire le travail, d'avoir à constamment communiquer vos besoins, souvent en termes normatifs, le coût d'apprendre à s'adapter, d'être votre propre cheerleader, d'assembler de la communication, d'amener les autres gens avec vous à bord, de constamment vous affirmer, le travail de militer pour vous-même. Et lorsque vous avez besoin aussi de cacher et parfois de déguiser vous-même pour votre autopréservation. Vous autopréservez plutôt. Les participants ont parlé du coût de gérer d'autres personnes. Ce sont des coûts psychologiques qui peuvent être grands. Ça peut être éduquer les autres sur les accommodations, l'accessibilité, se faire demander des questions invasives ou inappropriées, gérer les attentes des autres personnes ou bien leurs réactions. Ça pourrait aussi impliquer le fait de vous censurer aussi, de gérer vos propres émotions ou vos réponses lorsqu'il y a de l'inaccessibilité. Donc, qui est dans la salle ou qui est dans l'espace où vous êtes. Les participants ont aussi parlé des coûts en termes de sacrifices, des sacrifices qu'ils ont dû faire. Donc, ils ont parlé d'avoir à faire des concessions, qu'on va avoir besoin de créer des alternatives. Ils ont parlé aussi de manquer certaines opportunités ou des rassemblements sociaux lorsqu'un endroit est inaccessible. Un participant, par exemple, avec de multiples handicaps qui s'est identifié comme étant trans, mais n'avait pas de statut de
citoyenneté au Canada. Ils ne voulaient pas retourner à leur pays natal. Aux États-Unis, on comprend très bien les raisons avec le climat actuel. Ils ont parlé de ne pas être capable d'avoir accès aux prestations provinciales canadiennes ni être capable de travailler ici, mais ils avaient accès aux banques alimentaires à cause de leurs colocataires. Donc, je pense que ça parle de ce que tu disais, Minu aussi. C'est comment le statut de citoyenneté joue un rôle dans les expériences des gens et ça se interrelie avec ça s'entrecroise avec leurs autres expériences. Et vraiment, je pense que c'est important de penser au sacrifice en termes de comment, lorsqu'on tombe en dehors des systèmes de services, ça peut vraiment avoir un effet qui s'accumule sur votre santé, votre bien-être. C'est pas tout le monde qui peut même prétendre avoir une stabilité à cause d'un statut de citoyenneté. Donc, et je sais que je prends un peu de temps ici, donc je vais essayer de me dépêcher sans parler trop vite. Mais le dernier que je vais mentionner, c'est vraiment les coûts affectifs. Je pense que c'est celui qu'on ne voit pas souvent, mais c'est ce que les gens ressentent. Donc, les participants ont décrit se sentir mal à l'aise parfois, dépassés, des fois, se sentir fatigués, drainés. Certaines personnes ont décrit des sentiments négatifs qui sont venus du fait que les gens ont les réactions des autres. On a aussi des participants neurodivergents qui ont parlé d'avoir à constamment être dans leur propre esprit, leur propre tête, parce qu'ils pensaient de la façon dont on lisait leur corps et leurs actions qui étaient lues par les autres. C'était vraiment un travail constant. Donc, c'est vraiment un coût important, affectif, d'être constamment dans cet espace-là. Et d'autres personnes ont décrit avoir peur de l'avenir. Par exemple, ils pensaient au fait de vieillir et le manque aussi de logements accessibles et abordables. Où vont-ils vivre? Donc, il y a beaucoup de peur là aussi. Gardez à l'idée que les gens aussi ont partagé beaucoup de sentiments positifs et motivants, des belles histoires. Je ne veux pas les diminuer en n'en parlant pas et en parlant seulement des coûts. Les gens ont partagé beaucoup de succès, de mobilisation, des belles histoires à trouver des communautés et trouver une fierté dans leur identité. Je ne veux pas mal représenter ces histoires-là en parlant seulement des coûts, mais je voulais donner un sentiment de comment on parle de l'incapacitisme et d'autres formes d'oppression, comment ça peut affecter les expériences. Ça arrive avec un coût, non seulement dans la façon dont les gens se sentent, le travail qu'ils y mettent aussi, ça affecte le bien-être des personnes aussi. Donc, c'est pour résumer, je dirais que les coûts sont sous plusieurs formes. Et si on devait quantifier ceci, si on voulait le faire, ça deviendrait apparent que nous avons grandement sous-estimé les coûts de l'inaccessibilité. Donc, je vais juste mettre ça ici parce qu'on vient juste de lancer un rapport sur cette étude aujourd'hui. Donc, il y a le code QR à l'écran pour vous aujourd'hui et aussi le DOI. Donc, partagez-le avec votre réseau. On aimerait bien entendre vos réflexions là-dessus. Nous avons plus de publications. Le vendredi académique s'en vient bientôt aussi. Et sur cette diapo, vous pouvez voir aussi la belle couverture artistique ici. Je remercie Tommy. On a aussi un cœur qui est là. Vous pouvez voir une figure qui regarde son propre reflet. Merci. Et dernière diapo, c'est vraiment mes coordonnées. Si vous voulez me contacter, faites-le s'il vous plaît. Je vous enverrai un lien pour le rapport, c'est plus facile. Merci à tout le monde dans l'équipe de recherche. Merci aussi au groupe de conseils autochtones et au groupe de participants pour nous avoir fait confiance en nous racontant leurs histoires. Merci. Minou, vous êtes sous sourdine. Oui, je dis, quelle belle présentation puissante, spécialement le sujet de votre recherche. Souvent, tout le monde est racialisé, autochtone, noirs, se sont tous groupés ensemble pour tout le travail qui se déroule. Donc, le fait que vous soyez concentré sur aller voir les groupes autochtones, aviseurs, pour éclairer vos données et alimenter votre recherche. C'est incroyable d'entendre, de voir tous les coûts, spécialement le travail affectif qui impose des demandes sur ces gens-là. Donc, on est ouvert si quelqu'un a des questions pour Daniel, mais c'est vraiment impressionnant et j'espère pouvoir lire cette étude à un certain point. Merci. Est-ce qu'on a des questions?
anything in the ou vous follow-up? voulez ajouter quelque chose dans le suivi? Your Donc, Indigenous Advisory Committee, were they votre comité aviseur mostly autochtone, of ils urban ils areas, vivaient dans des régions very, urbaines very ou diverse c'était throughout un groupe Canada divers that you have répandu à travers le visited? Canada? Who were the members? J'essaie de me rappeler parce qu'on s'est rencontrés virtuellement, donc je sais qu'ils n'étaient pas tous en Ontario, mais je ne peux pas me rappeler exactement où tout le monde était localisé. Je n'ai pas ça à la mémoire, mais c'est pas juste au même Because endroit. sometimes I find that Mais the parce que des issues fois, je trouve que and the solutions are very les enjeux et les distinct solutions sont très between the groups distinctes where they entre les reside, différents groupes, where we have dépendamment no où ils support résident. system S'ils n'ont and pas de versus système de there are soutien some support versus il y a des systems. endroits où il y a But des the systèmes de solutions soutien, presented are mais very les powerful as solutions well. présentées sont très puissantes Um, aussi. I'm just checking the chat if Je there's any vérifie la question, boîte de conversation pour voir but s'il y a des no, I questions, don't mais see it. non, je n'en vois pas. Um, so there is a question, would Donc, it be il y a une possible to get question. a link to the Est-ce que study? c'est I possible think d'avoir you un lien just pour shared l'étude? a Je pense que vous venez de partager QR le code code so that QR. you'll be able to Donc, la personne give devrait être our capable audience the link to de, the study, ça devrait donner le and lien they can vers download l'étude, the oui. final. Ils peuvent And Amy télécharger has put aussi. in that link into the Émile chat as well. a mis le lien aussi dans la boîte de conversation. Anything else that Toute autre chose that qui you could share from your que study vous that pouvez how those partager de communities cette étude, are building comment ces resilience communautés établissent and la résilience, you comment know and responding to the et comment elles challenges répondent that aux continue défis to come their way. qui continuent de leur être présentés. Je pense, on écrit tout un article sur la mobilisation, juste là-dessus, parce que, en fait, c'était pas mal incroyable. Même, je pense que lorsqu'un des participants aurait référé à eux-mêmes comme étant un militant ou un activiste, chaque participant était engagé à une mobilisation à un certain niveau, que ce soit pour eux-mêmes ou au niveau communautaire ou à un niveau plus structuré de mobilisation. Il y avait une quantité incroyable de travail qui était mise à créer, encore une fois, une vie qui a une valeur et créer une vie un espace accessible et une partie du rapport témoigne du fait qu'on a besoin de penser à l'accessibilité d'une façon différente parce que l'accessibilité a vraiment besoin et ça signifie comment on peut avoir un espace où vous pouvez vraiment être vous-même. C'est jamais juste d'enlever les obstacles une fois. Je pense que c'est de repenser à l'accessibilité qui permet aux gens de sentir qu'ils peuvent s'amener eux-mêmes pleinement dans un espace. C'est important, ça m'a fait penser à l'accessibilité d'une façon différente. Cheyenne, would you want to add to Ryan, something tu from veux your ajouter quelque chose de on this ton question? propre point de vue, ta propre perspective? Oui, tu peux répéter la question. We were just Est-ce saying que that je how voulais do juste we dire comment build resilience, est-ce qu'on établit la résilience you know, can sustain their où self-esteem, les gens peuvent avoir leur or propre there are auto-estime, solutions ou that y a-t-il des here solutions que toi keeps tu them entends going qui les in motivent à spite of continuer all the en dépit de negative energy and negative toute l'énergie négative et policies that toutes we les continue to politiques see? négatives qu'on continue de voir? Oui, je pense que ça va sembler un peu répétitif, mais je l'ai mentionné un peu avant, mais je pense aussi que c'est vraiment, je pense, de faire établir des communautés à travers différentes cultures où on apprend les uns des autres. Je pense spécialement dans ce climat-ci, pour le projet CDI, une des choses qui était le plus motivante, en fait, et inspirante, parce que je pense qu'avec le handicap, souvent ceux d'entre nous qui ont des expériences vécues, qui vivent avec un handicap, on sait seulement ce que sont nos expériences dans notre propre culture aussi, dans la culture à vivre au Canada. Parfois,
c'est un peu négatif. Donc, juste d'être exposé à ces différentes cultures, on réalise que c'est pas tout le monde qui a des expériences négatives en tant que personne avec un handicap. Tout le monde il n'y a pas des tabous et des stigmates négatifs à propos de handicap. Il y a d'autres façons de comprendre les handicaps, de comprendre les soins, comme quelle est l'approche proche et comment on le soutient, les soins. Les choses qui nous ont ralenti un peu, c'est presque comme une présomption d'une expérience universelle, plutôt que d'apprendre les uns les autres et d'être capable de dire, en fait, c'est une façon complètement différente, la façon dont ma culture voit ça. Les cultures autochtones n'ont pas un mot pour le handicap parce que il ne s'agit pas de ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est plutôt la relation au sein de la communauté. Maintenant qu'on regarde ceci et on voit d'autres personnes qui ne sont pas des Autochtones, d'autres cultures qui reconnaissent, qui disent, en fait, tu sais, dans ma langue, le langage autour du handicap aussi n'a pas vraiment une connotation négative nécessairement. Il ne s'agit pas de ce que les gens ne sont pas capables de faire, il s'agit des forces. Donc, voici comment la communauté est établie, et la famille plutôt est établie pour se concentrer moins sur l'handicap et plus sur les forces. Est-ce qu'on est capable de faire les uns pour les autres? Comment on évolue là-dedans ensemble? Donc, je trouve beaucoup d'inspiration là-dedans pour être capable aussi de... La façon dont moi, je vois, c'est qu'en tant que personne qui vit avec un handicap, les gens s'attendent à très peu de vous. Ils pensent que vous êtes capable de rien faire. Et on doit ils doivent passer par-dessus ci parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. OK, une fois que vous sortez de cette bulle dans laquelle vous êtes mis, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Le monde, ce n'est pas la boîte dans laquelle on nous a mis. Lorsqu'on travaille les uns avec les autres et on se voit comme étant des vraies personnes, il y a tellement de choses à faire, tellement d'endroits où aller, tellement de choses, et qu'on se sent ridicule de penser qu'on soit dans cet endroit où il y a tant d'obstacles. Mais quel message puissant! J'adore la façon dont vous avez analysé ceci. C'est une grande force. Regardez ce que les gens peuvent faire plutôt que ce qu'ils ne peuvent pas faire. On commence à se concentrer sur ce qu'on peut faire, qui vraiment qui élève l'auto-estime de soi. C'est bien dit. Daniel, j'ai une question qui a été dit quelquefois. L'audience est intéressée à propos de l'approche décisionnelle. Tu peux expliquer un peu comment ça a été développé à partir des données? C'est la dernière question qu'on peut prendre. Oui, je ne vais pas prendre trop de temps, mais certainement, je suis heureuse de partager quelque chose qui était nouveau, une chose qui était nouvelle pour moi. Même dans la théorie ancrée, je l'avais lu, mais je n'avais pas utilisé dans une étude de recherche. C'était nouveau pour moi. Donc, j'ai trouvé vraiment très aidant. Je dirais que pour des gens qui sont plus des académiques, aller à la littérature de la théorie ancrée, vous pouvez trouver des articles de journaux où les études ont utilisé cette théorie. Il y a beaucoup d'exemples qui parlent à propos des arbres de données. Vous pouvez aussi, dans la littérature, vous pouvez voir les arbres de données. C'est à quoi ça ressemble. J'en ai retiré plus de regarder les arbres plus que la littérature. On a différents types d'apprentissage. En fait, ça m'a frappé plus. Parfois, quand on regarde, c'est une forme écrite ou visuelle, laquelle nous convient le mieux. En premier lieu, ça a exigé un virage. Quand j'écrivais quelque chose, je créais presque une carte. OK, comment ça a du sens? Quelle est la relation entre les choses? Mais ça aide vraiment à solidifier ma compréhension et de traduire ceci dans un aspect visuel comme l'arbre des données. Donc, le processus, on avait déjà codé les données. Il y en avait beaucoup, mais j'ai trouvé qu'en fait, pour moi, ça m'a aidé à comprendre beaucoup plus profondément et écouter plus profondément ce que les participants disaient, traduire ceci d'une façon qui, je pense, le retourne à la communauté dans une forme qu'ils peuvent utiliser. Ils peuvent dire, OK, je vais partager l'apprentissage ici, je vais le transmettre en dehors de l'écriture académique traditionnelle. Le rapport ne voulait pas tellement être si académique. En tant que chercheur, on fait aussi
des publications, mais ces arbres de données sont les choses les plus utiles qui sont ressorties de ça. Donc, oui, je ne suis pas une experte là-dedans, mais je vous dirais que si vous cherchez des articles de journée sur la théorie d'ancrage, ceux qui ont des graphiques ou des cartes qui disent comment produire les arbres de données, c'est comme ça que j'ai appris à le faire. C'est une belle approche, en fait, pour partager des résultats plus d'accessibilité aussi. Merci beaucoup. Il nous reste littéralement juste une minute. J'aimerais redonner la parole à vous deux. Il nous reste 30 secondes chacun. Vous avez un message que vous voulez partager avec l'audience, mais avant que je vous passe le micro, je veux vous remercier et aussi remercier le Handicap sans pauvreté pour organiser ce forum où on peut partager et avoir des conversations significatives avec l'audience et entre nous-mêmes aussi, entre nous, et aussi en discutant des enjeux qui sont importants pour notre propre communauté, partager nos propres histoires et qui sont appuyés par nos propres données. Donc, merci beaucoup. Allez-y si vous avez peut-être un mot de... Oui, merci beaucoup pour les questions et merci Daniel aussi pour la présentation, vos réponses très songées. Honnêtement, j'aurais pu t'écouter parler pendant tellement longtemps, donc c'était très, très beau à entendre et je suis vraiment emballée à propos de ta recherche. Je pense que c'est une vraie belle approche et aussi un beau sujet, donc je suis bien emballée d'aller la lire davantage. Aussi, à mon organisation, on est encore dans le projet de recherche CDI, mais ça devrait sortir, on espère, la mi de 2026, donc à la mi-année. Donc, j'ai bien hâte de partager les résultats de ceci sur le handicap et le changement culturel à travers différents pays. Donc, je suis vraiment reconnaissante d'être ici. J'ai été heureuse de partager ce panel. Merci à vous deux. Je me sens très chanceuse d'être sur le panel avec vous deux. Si vous n'avez pas eu la chance de regarder la présentation sur le canal YouTube, allez-y, c'est très bon. Sur la présentation de Ryan. Je sais que c'est plus de 10 secondes aussi. Une bonne journée internationale des personnes qui vivent avec un handicap. Merci. Merci.